勝負よ。 Bonjour à tous, eh bien me revoilà comme d'habitude le mercredi soir à 19h pour un nouvel épisode de Chaud Bouillant. Ce soir c'est la veille de... On est le 23 décembre donc c'est la veille du réveillon pour ce qui va en rester en fait. Mais voilà, on est là et aujourd'hui je vais recevoir Manon Larieux qui est fondatrice de Quality Cup et qui donne aussi... qui est enseignante en fait sur les métiers du café. Et donc avec Manon, en fait, on a déjà plusieurs fois communiqué sur les réseaux et on s'est déjà entendu au téléphone, mais on ne s'est jamais rencontré en vrai, alors qu'on a des amis communs et qu'elle est venue travailler plusieurs fois à Bruxelles. Donc elle connaît bien Bruxelles. Et je vois que Manon est là et donc elle va faire une petite demande pour rejoindre la vidéo. Donc voilà, mais donc aujourd'hui c'est le dernier épisode de l'année, vu que la semaine prochaine on fait un petit break. Et on recommencera sur les chapeaux de roue en janvier avec une programmation qui est déjà faite jusqu'à la fin du mois. Alors, je vais essayer de me connecter avec Manon. On va voir un peu comment ça se passe. Hop, Quality Cup a rejoint la vidéo. Touloudouk. Alors, je vais lui faire un petit coucou. Et je vais essayer... Ah voilà. Hop. Commencer un direct avec Quality Cup. C'est parti. Bon, normalement ça devrait marcher. Tu Yes. m'entends? Ouais, je t'entends. Salut Ok, Manon. parfait. Ça va. Ça va toi? Ça va, je suis un peu rouge là, j'ai l'impression. Ah, moi tu vois pas le mien. J'ai mis mon pull de reine. Ah, trop bien, magnifique. T'es pas le Ah oui, seul. c'est quand on n'a pas un plan large. En fait, ouais, si Oui. j'avais mis aussi Ouais, un ça a truc. coupé là. Euh, trop bien. Alors, salut Manon, re-salut. Est-ce que tu pourrais peut-être, avant toute chose, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui nous regardent? Ouais, alors je m'appelle Manon. Je suis originaire du sud-ouest de la France, même si des fois j'ai un accent bizarre. Je suis bien française. Et j'ai passé pas mal d'années à l'étranger, donc j'ai fini mes années d'études à l'étranger et j'ai commencé à travailler dans le café de spécialité il y a à peu près 8 ans. Et donc Yes. voilà, j'ai commencé à Taïwan, ensuite j'ai bossé un peu sur Londres, Melbourne, Hong Kong, et après je suis rentrée en France et je me suis mis à mon compte, j'ai fait formation SCA, donc je suis à ST pour barista et brewing et je fais aussi consultante pour les coffee shops. Cool. Et waouh, c'est un beau parcours. Et du coup, tu as travaillé, quand tu travaillais à l'étranger, tu travaillais pas mal comme barista en fait. Tu as un peu Ouais, commencé le métier comme beaucoup d'entre nous, on va dire barista. exactement. Ouais, j'ai Et commencé en fait au service, ouais. attends, il y a un petit décalage, je pense. Vas-y, Ah, vas-y. ah non, je disais juste j'ai commencé un peu au service, après je suis passée barista et après j'ai fait bon tout ce qui était manager et puis etc. Tiens, une petite question avant qu'on en arrive sur le sujet habituel, mais comment en tant que barista, toi, tu as considéré finalement la porte de sortie, parce qu'on parle beaucoup du métier de barista comme étant Mhm. un chouette métier, mais c'est souvent, quand on est barista, on essaie de trouver une porte de sortie. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi de concrétiser les choses et de penser, tiens, je vais devenir formatrice? En fait, c'était très compliqué. En fait, tu sais, on a toujours cette impression que une fois qu'on est barista, en gros, on est coincé derrière le bar et faire le pas en avant, c'est compliqué. Je suis passée manager, donc ça a un peu aidé. Mais après, du coup, j'étais coincée dans le rôle de manager barista. Et en fait, en Australie, bah, du coup, visa vacances travail, donc je suis restée barista. Quand je suis arrivée à Hong Kong, j'ai eu un poste de manager, mais en fait, on ouvrait le coffee shop. Et du coup, je travaillais avec un consultant, on mettait tout ça en place. Et après, bah, quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de continuer un peu à Hong Kong. En fait, je travaillais un peu avec la Marzoco, les représentants. Et là, je faisais un Mhm. petit peu les formations, donc quand on installe les machines, comment est-ce que la machine marche, etc. Et en rentrant en France, j'ai essayé du coup de postuler dans une torréfaction, assistante torréfaction et tout. Très compliqué. Les gens voulaient encore m'embaucher en tant que barista. Donc, je leur ai dit non, Ouais. ça fait quand même 7 ans, donc moi, je peux plus, quoi. J'ai fait manager. En gros, on a vraiment fait le tour du métier de barista. Et du coup, ouais, du coup, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je me suis dit, bon, bah, si je peux pas sauter le pas, en fait, toute seule, bah, je vais me mettre à mon compte. Et j'ai fini mes diplômes de la ASCA et du coup, je suis devenue formatrice.
Donc voilà, c'est pas le chemin Et le plus facile. non, mais j'ai un peu suivi le même parcours, mais moi, j'ai moins d'expérience que toi. Et ouvrir ton coffee bar, par exemple, c'est pas quelque chose En qui fait, te j'aime trop titillait? voyager. J'aime trop voyager pour rester à un endroit et je sais toujours pas où je veux vivre. Donc peut-être plus tard dans quelques années, mais pour le moment, Ouais, j'ai encore envie de bouger, etc. Et en fait, moi, la grande peur, je pense, d'ouvrir mon coffee shop, c'est de rester un peu coincé dans l'endroit. Un peu comme quand j'étais barista et j'ai tellement en fait aimé voyager avec le métier de barista que j'aimerais continuer à pouvoir utiliser ça pour me déplacer. On verra, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. yes. Mais en tout cas, c'est vrai que le métier de formateur, formatrice, c'est quelque chose qui peut justement contribuer au Mm. voyage. Donc, ouais, c'est un chouette projet en tout cas. Euh, alors, attends, je vais retirer cette guirlande parce qu'en fait, elle sort d'une Ça vieille doit caisse et gratter, non? non, ça va, mais j'ai des allergies à la poussière et là, je Ah sens mince, que ce serait dommage. j'essaie de rester stoïque, mais je sens mon nez là qui est en plein. Voilà. Bref. Euh, alors, la première question que je pose un peu à tout le monde, mais ce show bouillant sera un peu particulier parce que tu n'es pas importatrice de café, mais tu as Mm. des expériences à partager. Et puis, j'aimais bien le fait aussi qu'on puisse parler d'autres choses liées au métier du café. Donc, mais c'est vrai que la première question que je pose un peu à tout le monde, qui est la question mystère, c'est quelle différence existe pour toi entre le café de commodité et le café de spécialité? Pour moi, en fait, c'est vraiment le goût. Au niveau des saveurs, c'est le jour et la nuit. Donc, puis c'est surtout en fait la complexité de la tasse qu'on peut avoir dans le café de spécialité, qu'on n'a pas forcément dans le commercial. Et quand on boit, on va dire du commercial, j'en ai rebu genre récemment, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes saveurs, toujours le même goût. Oui. Et ouais, c'est pour ça en fait que j'aime le café de spécialité. Après, je suis pas dans le genre toujours à boire des 90 plus, ça m'intéresse pas forcément. Mais vraiment, c'est juste un peu apporter un peu plus de complexité à la tasse, une torréfaction bien sûr meilleure parce que bon bah commodité, on cache un petit peu les défauts, même beaucoup. Et puis voilà, ouais, le goût en fait, ça me rend accro le goût. Ok, donc vraiment le côté, on va dire, presque Mm, intuitif, en tout cas, le fait de goûter, gustatif, ouais. d'avoir, ouais, gustatif. Ouais. Euh, et toi, quelles sont un peu tes expériences? Parce que quand on a préparé ce direct, c'est-à-dire un petit coup de fil, mais c'est déjà plus que d'habitude avec les autres invités, euh, tu m'as parlé de ton expérience, enfin, tu m'as évoqué le fait que tu avais une expérience aux origines au Burundi. Euh, Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux un peu nous expliquer? Dans quel contexte ça s'est passé? Ouais. Il y a combien de temps? Et peut-être nous parler un peu de cette expérience. Alors en fait, c'était sur un salon. J'ai rencontré une personne en fait qui travaillait pour un importateur de grains verts et elle a sa famille en fait qui est au Burundi. Et du coup, elle m'a dit bah moi ça intéresserait sa maman, etc., son frère qui ont une compagnie de café vert. En gros, de rencontrer, d'échanger avec moi. Du coup, on a discuté, on regardait un peu quels étaient les besoins, qu'est-ce que je pouvais partager avec eux, d'après mon Ouais. expérience. Et on a décidé en fait de partir sur tout ce qui est marketing en gros. Donc, pardon, j'ai des notifications d'email là, je te vois plus. Donc, Ah, ouais, on a décidé de partir tout ce qui était sur marketing en fait, pour vraiment aider à la vente des grains verts. Donc voilà, donc j'y suis allée. La récolte était un peu en retard malheureusement. Je suis restée un mois. Donc on a essayé de travailler un peu tout ce qui est Instagram, site internet, comment est-ce qu'on pourrait démarcher, etc., trouver un peu plus de clients. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que bon, même si j'ai pas une connaissance, on va dire, approfondie dans le grain vert, j'ai quand même pu apporter un petit peu de mon expérience, de ce que je pouvais en business ou marketing et pouvoir partager pour aider en fait une autre compagnie. Donc voilà, super expérience, c'est ma première expérience aux origines et j'ai beaucoup aimé. et c'était il y a combien de temps? C'était, alors attends, avant la pandémie, 2019. Ah ouais. Ouais, mars 2019. Mm. Ah oui, ok. Ouais. Et donc donc les gens que tu as rencontrés, ils sont en même temps producteurs et quoi, exportateurs, importateurs ou comment? Ils ont des stations de lavage en fait. Donc voilà. Ok, Après, eux, ils essayent du coup d'exporter. Donc généralement, ils cherchent des acheteurs de grains verts ou des torréfacteurs pour essayer de faire du commerce direct. Et puis voilà. Et ils ont plusieurs stations de lavage en fait au Burundi. C'est la compagnie Calico. ok. Et par rapport justement par rapport aux stations de lavage, est-ce que tu as eu un peu accès?
tu vois, au mode de fonctionnement? Est-ce que c'était une grande station de lavage, une petite station de lavage? Euh, Est-ce que tu as eu accès, par exemple, à la dynamique de la coopérative? Est-ce que les producteurs, il y avait est-ce que tu as rencontré des producteurs? Est-ce qu'il y avait beaucoup de dialogue ou c'était un peu géré autrement et chacun faisait un peu son boulot et la coopérative s'occupait plutôt du business extérieur? En fait, donc les stations de lavage, ils ont le bureau dans la capitale du Burundi, à Bujumbura. Et du coup, il y avait un gros retard avec la récolte, malheureusement, il y avait eu de la sécheresse, etc. Moi, j'ai vu à peine le début de la récolte. Donc, on a été plusieurs fois aux stations de lavage, en gros, pour préparer avant la récolte, tout ce qui se fait en Ok, amont, donc s'assurer que les machines marchent, etc. Et en fait, ils ont plusieurs stations de lavage. Donc, j'en ai visité à peu près 5 ou 6. J'ai pu voir la machine à dépulper en action. J'ai eu de trop la bien. chance, on a vu du coup, ouais, j'ai vu une livraison qui se faisait le soir. Et en fait, c'est plein de petits producteurs aux alentours qui apportent à la station de lavage, enfin à toutes les stations de lavage pour en gros, comment dire, traiter le café. Donc voilà, j'ai vu la machine à dépulper en action, j'ai vu l'étape de séchage, j'ai vu l'usine de déparchage aussi. Enfin, on a visité assez rapidement et puis voilà. Et donc, l'usine de déparchage, pour ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont, qui connaissent pas bien le café, c'est un peu la dernière étape avant l'export. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle le dry mill. Je sais pas des fois les mots en Ouais, français en fait. Mais, pareil. mais donc ça, c'est un autre endroit, c'est ça? C'est-à-dire que tu as les stations de lavage et puis il y avait un dry mill qui regroupait finalement tout le Ouais, grain comme dernière étape sur place. ouais. Et d'après ce que j'ai compris, enfin, au Burundi, en gros, c'est une grosse compagnie, c'est une grosse entreprise. Je sais plus le nom, mais enfin, c'est une grosse corporation, en fait. Et ils apportent tous à l'usine des pare-changes, en fait, après les stations de lavage. Voilà. Après, je crois pas qu'il y en ait une deuxième au Burundi, mais ouais, elle était assez grosse, imposante. Donc, ça veut dire qu'en fait, beaucoup de stations de lavage et de coopératives regroupent tout leur café là. Elle appartient pas Ouais. finalement à la coopérative. C'est vraiment un endroit Non, ouais, commun, on va ouais, dire. ouais. Ouais. C'est Ouais, surtout quand Alex, enfin, le propriétaire de Calico, il me disait en fait c'est vraiment une question de machine et de logistique. C'est eux qui ont vraiment le budget, quoi. Et du coup, ils ont tout installé, les gens arrivent. Donc voilà, après, ils apportent leur café, bien sûr, tout est tracé avec les lots et tout. Donc voilà. ouais. Cool. Et au niveau bon, toi, tu es arrivé, alors si je comprends bien, au moment supposé de la récolte et qu'il y a eu du retard. Hum, Mais au niveau, par exemple, de ce que tu as peut-être pu voir, de l'achat des cerises de café ou du grain, est-ce que tu as est-ce que par exemple, les stations de lavage, ben, il y avait un tri entre ce qui allait devenir café de spécialité, ce qui allait être café de commodité? Est-ce que ça se faisait déjà au moment de l'achat ou est-ce que ça se faisait après la fermentation? Est-ce que tu as un peu assisté ou vu ces choses-là? Alors, en fait, la réception que moi j'ai vue, les sacs, en fait, la réception se faisait la nuit. Donc, ils faisaient la pesée, etc. Au moment, en fait, du lavage, le lendemain matin, oui, il y avait déjà un tri. Et aux tables, en fait, de tri aussi, aux stations de lavage, il y avait les tables, en fait, sur les lits surélevés. Là, il commençait déjà un tri. Et vraiment, en fait, l'usine déparchage, c'était un peu le dernier tri avec la couleur, etc. Donc, il y avait déjà un tri, en fait, à la station. Ensuite, la compagnie Calico, eux, ils font très attention aussi à la qualité. Donc, ils ont plusieurs managers sur les stations. Et du coup, ils font attention que chaque récolte, en fait, tout le monde est bien calibré et on va bien essayer de récolter, enfin, on va bien séparer la qualité de ce qui est commercial. Après, rien n'est gaspillé. Tout ce qui est peut-être pas on va dire, qui n'a pas le label qualité de café de spécialité, ils vont quand même le Oui. mettre de côté. On va quand même l'emmener à l'usine des parchages, mais on va le vendre en façon, enfin, en café commercial. Donc voilà. Et vraiment, enfin, ce que j'ai compris, c'est que chaque année, comme elle me dit Angèle, en fait, elle me dit, c'est un peu la guerre parce que il faut vraiment faire attention que tout le monde suit. Et c'est tellement en fait de coordination et de communication pour vérifier que tout le monde suit, tout le monde est vraiment à fond sur la qualité et le tri, pour former les personnes, etc. Et donc, franchement, c'est un travail de longue haleine. C'est Ouais, ce que ça. j'ai vu, moi, c'est très compliqué. Le premier soir où on est arrivé, je crois, la machine, on va dire, à dépulper, bah, elle n'a pas démarré, même s'ils avaient vérifié, etc. Pendant la nuit, bah, moi, je dormais, mais eux, ils ont été appelés. Et jusqu'à 4 heures du matin, ils étaient en train de tourner pour aller essayer d'apporter des outils aux stations de lavage. Il y a toujours, en fait, quelque chose d'imprévu qui va se passer.
Et Ah ouais, vraiment, surtout que si, c'est... si la machine à dépulper se met pas en route, c'est Et vraiment ouais, un c'est ça. problème parce que Ouais, le et grain fermente. voilà. Et, ouais, et du coup, les cerises étaient arrivées, donc il fallait absolument résoudre. Et comme il nous disait, franchement, il me disait tout souriant, rigolant, il me disait, mais à chaque saison, c'est toujours un peu... Un il faut, challenge. voilà, c'est un challenge. En fait, ça s'arrête jamais, il se repose jamais. Et il me disait, la récolte, c'est vraiment la période la plus intense. Même nous, quand on avait été pour préparer une autre, c'était à Mourago, je crois, on avait été pour apporter des sortes de canalisation, en fait, des tuyaux pour vraiment réparer le problème qu'ils avaient. Nous, la voiture, elle nous a lâchés en plein milieu de nulle part, donc on était là, oh non, on a la voiture qui est chargée, on est obligé de l'abandonner dans la terre, comment est-ce qu'on va faire? On a tout l'équipement, moi je suis rentrée à pied avec quelqu'un d'autre. Tout le village quand même s'est mis à aider à pousser la voiture, etc. En fait, dans le village, en dehors de, on va dire, de la récolte, la période de récolte, il y a tout ce qui est Mhm. bananerie, etc. Donc, ils travaillent aux alentours et tous les gens qui avaient l'habitude d'aller, en fait, travailler à la station de lavage toutes les saisons, ils sont venus nous aider, ils ont poussé et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, mais en fait, c'est une galère chaque saison. C'est compliqué et franchement, moi, ce qui m'a changé un petit peu plus, en fait, quand je suis revenue en France, j'étais encore plus terre à terre, on va dire, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment, franchement, c'est difficile. C'est difficile et ils lâchent rien. Donc ça, c'est, ils font un super travail, quoi, de qualité pour que nous, on puisse vraiment boire du bon café. Donc voilà. Et Du je bon pense café. qu'on s'en, Ouais. ouais, on le sait, mais on s'en rend jamais vraiment compte de l'ampleur du travail, en fait. Mm. Ouais. Ben, c'est clair, parce que en fait, moi, je trouve ça super que tu partages cette expérience, justement, du point de vue de ton point de vue de formatrice et barista, parce que clairement, moi, j'étais une fausse d'origine au Mexique et j'ai vu un gars qui faisait un super bon boulot, mais c'était même, moi, c'était à la fin de la saison de la Mm. récolte, donc j'ai vraiment vu la fin du procédé. Mais par contre, j'ai vraiment absolument rien vu au niveau des échanges commerciaux, parce que c'est un producteur très réputé et qu'en fait, lui, je pense qu'il vendait directement. En fait, les lots étaient pratiquement achetés à Ouais. l'avance. Donc là, je dirais que c'est plutôt des producteurs, je vais pas dire chanceux, parce que c'est pas une question de chance. Il y a une question de chance de développer les réseaux, j'imagine, mais c'est Mm. clair qu'ils faisaient un travail de dingue au niveau de l'excellence de la recherche sur le type de fermentation, les expérimentations, etc. Mais, euh, Ouais, mais ouais. pour en revenir à ton expérience au Burundi, les cafés qui justement ne passaient pas un peu les scores specialty, du coup, ils étaient, t'as un peu vu, ils les vendaient à des exportateurs locaux ou ça partait Euh, ailleurs ou est-ce que ça terminait en bourse ou j'en sais rien. ça, Est-ce que après, tu as une discussion là-dessus? je l'ai pas forcément vu. Je sais qu'il y a des cafés commerciaux qui sont vendus en Europe. Ça, je le sais. Après, je pense qu'ils doivent en vendre une partie à l'échelle locale, mais je sais qu'ils en exportent quand même pour le commercial. Voilà. Après, je suis pas sûre à 100%. Ouais, Mais ouais. ouais, franchement, ils m'ont dit gaspille rien. Ils m'ont même dit la parche, en fait. Au Burundi, ils s'en servent pour faire de la bière. Et moi, j'étais pas du tout au courant. Je me dis, ah, mais c'est Trop bien. intéressant. What? Ouais, enfin, Wow, ok. ils essayaient de faire ça. Et je me dis, franchement, c'est intelligent, quoi. Et puis, ils me disaient, dans le café, on gaspille rien, rien ne se perd. Donc, voilà. Cool. Euh, et au niveau, est-ce que toi, tu as un peu une idée, justement, allez, avec ces gens-là, justement, qui produisent de la qualité, quel est un peu le pourcentage de café de spécialité qui ressortait finalement au final, et jusqu'à quel point ils différenciaient les lots ou pas? Attends, parce qu'Antoine me demande, on parle du Burundi. Burundi. Mm. Salut Antoine. Et donc, est-ce que tu as une idée un peu du pourcentage de specialty qui était produit? Parce que Non, je sais pas. on sait ou on ne le sait pas, mais aucun producteur ou aucune station de lavage ne fait une totalité de production en Ouais, specialty. ouais, ouais. Déjà Je sais 30%, c'est pas, ouais. beaucoup, mais Ouais. ouais. Je pense qu'ils essaient quand même de pousser le maximum specialty parce que c'est ce qui rapporte le plus. Après, en termes de pourcentage, je sais pas. Et je pense que même ça dépend beaucoup en fonction des saisons. Mm, Quand on voit la dernière saison, s'il y a peut-être moins de pluie, etc., je pense que t'as peut-être plus de commercial sur certaines saisons que de specialty. Donc voilà. mm. Mm. Ok. Est-ce que, je réfléchis un peu, mais est-ce que tu as, peut-être d'autres anecdotes à partager sur cette expérience là-bas? Par exemple, moi, ce qui m'intéresse aussi finalement par rapport à ce que tu expliquais, c'est l'expérience que tu as pu donner en termes de communication, de réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que
tu as aidé finalement une société qui n'avait peut-être pas des notions assez avancées là, en communication. Ce qui arrive, j'ai l'impression, pas mal dans le milieu du café Mm. en général, qu'on soit dans les pays producteurs ou même les pays torréfiés, en fait. Euh, et est-ce que tu as l'impression que les outils que tu as pu mettre en place sont utilisés ou pas? Parce que c'est pas toujours évident finalement de mettre en place des outils et d'assurer la continuité de l'utilisation Mm. de ces outils. En fait, pas encore. Donc là, on essaie de retravailler à nouveau pour se remettre un peu dedans. En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est on va dire, on n'a pas toujours aussi Internet, des fois. Ouais. Ils sont très occupés, ils ont beaucoup à gérer. Et du coup, là, on devait se rencontrer aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler dans les prochains jours. J'ai essayé de trouver en fait une solution, en gros un système pour qu'ils puissent gérer, mais de façon en fait continue et régulière. Il y a aussi le problème, par exemple, les réseaux sociaux, ce qui se pose, bah, c'est les photos. Par exemple, Mhm. Instagram, etc., c'est les photos. Donc, ça reste assez compliqué. Donc, soit trouver un photographe. En gros, on essaie de trouver comment est-ce qu'en gros, on peut gérer la récolte à distance, prendre de belles photos, en fait, par rapport à Instagram, etc., pour battre un peu l'algorithme. Et donc là, on va voir, en fait, pour la prochaine saison, même s'il y a le Covid, comment est-ce que on pourrait mettre en place un système pour qu'en gros, ils commencent un peu plus à se débrouiller, etc., et qu'il y ait une continuité. Là, cette année, franchement, avec le Covid, ça a été compliqué. Donc là, on cherche un petit peu et puis voir un petit peu aussi le site web en fait, parce qu'ils essayent de le refaire aussi. Ça aussi, c'est compliqué, enfin un site web des fois. Mhm. Donc là, on va voir aussi, une fois que peut-être le site web sera un peu plus avancé, comment dire, les chemins en fait qu'on peut prendre sur le site web pour arriver en gros jusqu'à la page contact ou vraiment rentrer en contact avec les producteurs. Parce que franchement, maintenant, on va dire avec Instagram, cette année, c'est devenu un peu plus compliqué aussi au niveau de l'algorithme. Et on peut pas non plus espérer que des business, on passe tous une heure derrière les réseaux sociaux. Après, là, Ouais. Calico, ils vont avoir quelqu'un qui va être en charge. Donc, on va essayer je vais essayer en gros de partager un maximum de ce que j'ai un peu acquis ces dernières années, les nouveaux systèmes. Et essayer en gros, franchement, de trouver un système où on arrive tous à se tenir un peu. Même moi, franchement, ces derniers mois, Instagram ou les réseaux sociaux, j'ai un peu laissé de côté. Donc voilà, essayer de trouver un système qui marche pour tout le monde, qui est assez pratique et qui pourrait s'adapter en fait au terrain, sans Mhm. trop compliquer ou trop devenir geek dans les notions en fait. Donc voilà, ça reste le challenge, on continue, on essaye et je Mais pense qu'on va y arriver, ouais. ouais, en fait, c'est beaucoup de boulot et quelque chose que je ne comprends peut-être pas, du coup, en y réfléchissant, c'est euh, est-ce que ça veut dire que ces producteurs ou cette société ne travaillent pas, par exemple, avec un ou deux importateurs qui achèteraient la majorité de leur lot specialty dans un travail de longue haleine? Et donc, quelle est la nécessité finalement de devoir développer ces outils pour un producteur ou une coopérative ou des stations de lavage? Si à un moment donné, est-ce que le but ultime, c'est pas finalement de trouver un partenariat sur le long terme avec un importateur et de développer ce genre de relation? Ou est-ce que c'est volatile au point de devoir en fait investir dans de la communication pour Ouais. justement Bah là, ouais, pour avoir... l'instant, Calico, on va dire, ils ont des importateurs, donc enfin, ils ont des partenaires assez sérieux depuis pas mal d'années. Mais vraiment, en gros, ils essaient plutôt d'étendre tout ce qui était la marque, en gros, avoir un peu plus de visibilité et d'autonomie, en fait, pour si jamais Mm, ils ont des torréfacteurs, en gros, quelqu'un qui achèterait directement auprès d'eux, sans passer par des importateurs. Après, ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de pas travailler avec des importateurs, mais vraiment, en gros, se diversifier un peu plus, je pense pas mm, toujours se reposer que sur un seul importateur. Après, ils ont des partenaires, on va dire, de longue haleine, mais des fois, ça peut peut-être changer d'une année à l'autre aussi. Donc, c'est un peu mm, se donner une sécurité et avoir une visibilité, en fait, par rapport aux stations de lavage, qui sont un peu plus connues sur le marché, etc. Moi, quand j'ai commencé à travailler un peu avec eux, on a essayé aussi d'envoyer des échantillons un peu partout, importateurs, torréfacteurs, etc. Donc, moi, j'avais une liste à peu près où je savais, on a essayé d'envoyer c'est pas toujours facile, hein. Et puis il y a des importateurs qui par exemple eux ils nous disent bah on a reçu trop d'échantillons, on n'a même pas le temps de copier. Et du coup waouh. bah les pauvres producteurs, on s'imagine même sur une table de cupping, on dit bah en fait ils ont du mal vraiment à percer ou arriver à avoir leur café qui arrive sur une table de cupping. Donc ça aussi c'est un challenge et du coup on se disait créer une marque un peu plus indépendante, enfin avec son site web etc. C'est peut-être un peu plus facile pour après rentrer là-dedans. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mm. Et quand tu parles des producteurs, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut remonter
par exemple avec Calico, justement, on remonte jusqu'à différents producteurs ou est-ce qu'en fonction de la qualité qui est produite, des producteurs, on va remonter jusqu'au producteur et peut-être que pour d'autres producteurs, on va plutôt remonter à la coopérative. Est-ce que tu as eu l'impression que c'est un élément de communication par rapport à la qualité, au travail qui est fait? Ouais, ouais. On peut remonter jusqu'à la station de lavage. Et de la station de lavage aussi, on peut remonter à quelle parcelle en gros a produit quel café. On avait discuté, il y avait un café, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était la station de Morago. Il y avait un torréfacteur japonais qui l'avait adoré. Et du coup, même au débriefing, enfin du meeting des managers, ils en ont reparlé. Ils ont dit, tu vois, ton café, franchement, il est arrivé là-bas, il est arrivé jusqu'au Japon. Les gens l'ont aimé, etc. Donc vraiment, on peut retracer jusqu'au début de la chaîne, en fait. Ouais. Mm. Et quelle est la réaction d'un producteur quand on lui dit que son café est arrivé au Japon Bon, en fait, on va dire, nous, on a vu, enfin, on était à la réunion des managers. Les managers, ils étaient un peu là. Ah ouais, ok. Et les autres, ils étaient un peu genre, t'as vu? Mais c'était marrant. Et puis bon, je pense que des fois, ils réalisent pas forcément, en fait, de ce qu'ils produisent. Et Ouais, moi, j'ai cupé, bah, c'était la récolte de 2019 que j'ai cupé. On était à Berlin, c'est ça? Ouais, j'ai cupé les cafés, on avait ouais, torréfié sur l'échantillonneur, les kawa. Angèle était venue représenter Calico. On a cupé enfin, on a torréfié le matin chez le stand Ikawa parce qu'Ikawa en fait fait ça. Ils proposent aux producteurs en fait de venir torréfier leurs petits échantillons. Et après on a cupé avec Wouter de WB Coffee à Amsterdam. yes, Il nous a ouais. prêté son stand, on avait un petit truc et moi j'ai cupé, c'était waouh, ils étaient vraiment bons. Et du coup, ouais, après, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de managers ou de producteurs, enfin, les managers des stations ou les producteurs, ils se rendent pas compte des fois du café qu'ils produisent et que nous, on est là, waouh, on est en extase. Peut-être qu'ils goûtent pas forcément le produit fini, torréfié, Et extrait, etc. Mm. ça veut dire que de ce que tu as pu voir, beaucoup de producteurs ou de managers de stations de lavage ne boivent pas de café, en fait. Ils en boivent, mais je pense pas qu'ils boivent leur propre café torréfié comme nous, on le torréfie. Ok, Ouais. Après, ouais. ils ont les salles de cupping, etc. Mais peut-être qu'ils n'ont pas exactement ce que nous, on a sur la table avec l'eau et tout, etc. Aux tables de cupping, oui, tu peux bien quand même le déguster. Mais ouais, après, les managers, des fois, ils n'ont pas toujours accès. Donc voilà. Mais ils Hmm. étaient contents. Donc voilà. Et j'espère vraiment que 2021, là, on va arriver à trouver un système qui marche bien sur la continuité Ouais. et qui, en gros, ils puissent prendre le relais d'eux-mêmes, en fait. Qu'ils aient quelqu'un en charge, qu'ils comprennent comment ça marche, etc. Et est-ce que, en ayant contact avec eux récemment, donc d'après ce que j'ai compris, est-ce que vous avez parlé du fait que ils ont peut-être moins vendu de café à cause du Covid, en fait, parce que apparemment c'est un phénomène, beaucoup d'importateurs, en tout cas, se retrouvent avec des lots invendus et donc des cafés qui vont devenir des vieux Ouais. cafés. Je sais qu'il y a plusieurs initiatives de voir comment ressusciter des vieux cafés, peut-être dans la manière de les torréfier, dans la manière de je sais pas Mm. quoi. Je vais avoir un talk justement le mois prochain avec Lynn attends, que je dise pas de bêtises, de Falcon Coffee Ouais. sur le sujet. Mais du coup, je me demandais si toi, en étant en prise directe justement avec le Burundi, tu as eu des échos par exemple par rapport à ça, ou eux, ils On ont pu vendre leur café. a, on n'a pas discuté en fait de la vente pendant le Covid, enfin de cette année quoi. Mais je sais qu'Alex m'a dit avec le Covid, il me dit c'est compliqué ici, même avec les sessions de lavage. Donc voilà. Après, je sais pas, je voulais en discuter avec eux aujourd'hui. Je pense qu'on va discuter Mm. dans les prochains jours et pour savoir exactement comment la récolte s'est passée en gros et la vente. Est-ce qu'ils ont vraiment été bloqués? Moi, je sais quand j'y suis allée en 2019, en fait, quand je suis arrivée, là, on a été à la station, enfin, à l'usine d'éparchage. Les entrepôts étaient encore pleins, en fait. Ils avaient une grosse Mm. récolte, ils n'avaient pas tout vendu, ils avaient des invendus déjà aux origines. Et 2019, il me dit, il faut vraiment qu'on se débarrasse un peu des 2019 aussi, enfin, des sacs de 2018, du coup, parce qu'on a la récolte de 2019 qui arrive, il faut faire de la place. Et là, du coup, je me dis, waouh, avec le Covid, comme je sais que nous-mêmes en Europe ou même aux USA, on a beaucoup moins consommé que d'habitude. Torréfaction, on a tous tourné au ralenti, donc je sais pas quelle est la situation, mais ouais, je vais leur demander. Mm. Ouais, ce serait intéressant de voir si même une manière finalement d'écouler des cafés plus vieux pour un producteur, c'est pourquoi pas de les blender avec d'autres cafés et finalement de les vendre à Hmm. moindre prix, mais c'est quand même un revenu. Je pense que Euh, ouais, ils ont quand même, ils doivent avoir une part financière quand même. Hmm. ouais, ouais.
Euh, Autre chose aussi, est-ce que la question des labels se posait, est-ce que les cafés étaient labellisés ou pas? Quel était un peu le point de vue? Est-ce que tu as pu avoir accès à des conversations là-dessus? Non, pas forcément. J'en ai entendu parler, mais je pense pas qu'ils vont Mais tu labelliser. sais Enfin, s'ils produisaient des labels des cafés bio ou pas spécialement? non, T'as une je idée? sais qu'à l'époque, ils cherchaient, enfin, on en avait discuté et ils savaient pas trop encore s'ils allaient aller pour les labels parce que c'est payant, c'est des pour les labels. Est-ce Mm, que c'était avantageux? Après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Après, je pense comme il y a eu le Covid, je pense que non. Ouais. mm. Ok. Euh, alors, peut-être pour revenir un peu sur les rails habituels, est-ce que toi, tu un peu, est-ce que tu as des expériences par rapport au café de commodité sur un peu la manière dont ça fonctionne ou pas du tout? Est-ce que Pas c'est du quelque chose tout. de complètement opaque? J'ai consommé Nescafé pendant de très longues années. Mais non, franchement, ça, au niveau, quand je suis entrée dans Specialty Coffee, en fait, on n'en parle jamais. Donc, je sais, Ouais. mis à part ce que je fais dans les cours de l'ASCA, j'ai pas vraiment de vision dessus, ce qui se passe, etc. Et est-ce que tu as un avis malgré tout sur le sujet, dans le sens où, bon, je remarque de plus en plus que, tu vois, au travers des directs précédents, j'ai des avis très différents en fait sur le sujet, de gens qui disaient, mais c'est une nécessité en fait pour vendre les cafés de moindre qualité. Ouais. Il faut pas diaboliser non plus. Le fait, il y a aussi des coopératives qui font euh, par volonté en fait, qui ne font pas du specialty parce qu'ils blendent en fait énormément de café pour faire du volume et s'assurer Mm, des ventes quoi qu'il arrive et pas avoir la volatilité, finalement, une forme de volatilité qui peut être liée au specialty. Si on a de la mm. sécheresse ou trop de pluie et que les scores redescendent un peu, quel est un peu, toi, ton avis par rapport à ça Je suis pour le café de commodité. Des fois, j'en consomme quand j'ai pas le choix. Et je pense qu'en fait, déjà, il y a un marché pour les consommateurs. On peut pas forcer à tout le monde de boire le café de spécialité. Et on peut pas demander aux producteurs de tout jeter, de leur dire, bah non, nous, on veut que du specialty. Donc, en gros, on les ferait produire à perte, etc. Et après, ben, il y a des années où ils investissent, etc. Et ils se retrouvent où la personne n'achète quand même pas le lot. Donc, le commodité, franchement, c'est une nécessité. Je pense que pour les Hmm. producteurs, c'est une nécessité. Et puis, on a un marché, on a des gens qui supportent pas le café de spécialité. Donc, ouais, c'est vrai. Et Mm. mais du coup, comment toi tu choisis ton café de commodité quand on bois? Tu le Et choisis j'ai sur base pas de le certains choix. critères? Non, j'ai pas le choix. En fait, si la seule chose on va dire que je vais refuser à boire, c'est le café qui a vraiment été torréfié trop noir. Si vraiment les Ok. grains sont vraiment trop noirs, je sais qu'au niveau de l'estomac, ça passera pas pour moi. En fait, c'est juste une question d'estomac. Hmm. Des fois, bah, j'ai quand même été un peu forcée à boire, donc je le bois, je le goûte, etc. Si après, on va dire que je suis en déplacement et que je dois boire quelque chose, c'est pas très bon, je vais le boire si j'ai besoin de caféine. Si c'est après, c'est vraiment torréfié trop noir, c'est noir, bien noir, noir, quoi, le grain. Ça, je vais Ouais, éviter ouais. parce que je sais que c'est trop huileux, même au niveau de l'estomac, ça va faire très bizarre. Après, quand je vais chez des amis, il y en a qui ont des capsules Nescafé. J'en bois. Mais généralement, quand je vais chez des amis, j'emmène mon équipement et je leur prépare du café. Mais sinon, ouais, s'ils me proposent un café, je vais pas le refuser, je vais le boire. Ouais. Voilà. Et mais est-ce que tu penses qu'il y a un peu une sorte de... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une frontière en fait, parce que la plupart des gens, bah, comme moi finalement, et comme toi, comme moi qui travaillent dans l'industrie du café de spécialité, souvent on est vraiment déconnecté du café de commodité. Et c'est vrai que la semaine passée, Mm, j'avais eu un call justement avec Ludovic Maillard et je trouvais son point de vue assez intéressant parce qu'il s'y connaissait vachement sur le mode de fonctionnement en fait des cafés. Et c'est vrai que Jordan, qui nous a rejoint là dans la vidéo, avec qui j'ai eu un call en anglais, qui lui est importateur et freelance aux États-Unis et en Colombie, lui, il me disait aussi qu'il a l'impression que le specialty coffee s'enferme vraiment dans le goût uniquement et que, mm. en fait, les bonnes pratiques pourraient d'une autre manière être considérées comme du specialty sans pour autant qu'on atteigne des scores au-dessus du Ouais, 80, ouais. 85, peu importe comment on le considère. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait une manière d'envisager les choses qui pourrait un peu refermer cet espace entre le commodité et les spécialités, ou en tout cas adoucir cette frontière entre les deux. Est-ce que tu as eu des expériences, toi, par exemple, par rapport à ça Pas forcément. Moi, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, on va dire derrière le bar, ils sont
assez contre. Moi, franchement, le seul problème que j'ai, c'est le degré de torréfaction avec les cafés de commodité parce qu'ils essayent vraiment de cacher les défauts. Mhm. Boire un peu de défaut sans torréfier trop noir, ça tuerait personne, je pense. Mm. Mais ouais, après, moi, ce que j'aimerais bien voir dans les coffee shops, moi, je serais pas contre qu'il y ait par exemple un moulin où c'est du café de commodité. On le prépare, on l'extrait sur la machine, un moulin, on va dire séparé, un moulin specialty. Et pourquoi pas le proposer à tous les clients en fait? Mm. Comme ça, on pourrait aussi faire plaisir à des clients qui veulent peut-être pas boire du café de spécialité. On aurait vraiment un moulin dédié pour ça et après on a un moulin à café de spécialité. En gros, on pourrait arrêter de s'enfermer, on va dire, dans notre boîte ou rejeter un peu quelques clients qui sont pas prêts et qui veulent pas le même degré de torréfaction. Pour moi, c'est une option. Et même sur la machine espresso, je vois pas où est le problème. Euh, Tant que la machine est nettoyée, ça n'a pas l'encrasse, etc. Deux moulins Mm. séparés, pourquoi pas. Moi, je pense dans un coffee shop, on pourrait l'emmener et on pourrait acheter ça. Et ça éviterait peut-être qu'on s'enferme dans les premium 90+, les geishas. Moi, je veux que des grands crus dans mon coffee shop. Moi, j'ai connu des personnes qui, eux, ils voulaient, non, mais moi, je veux pas descendre en dessous de 85, 86, je veux que des grands crus. Et je leur ai dit, mais si t'achètes que ça, le reste, qu'est-ce qu'on en fait? On le consomme pas. Je Mhm. sais qu'il y a le marché de commodité, etc. Mais on peut pas dire à un producteur, en fait, tu lui dis, bah, en fait, c'est qu'un 84 ou qu'un 83, c'est pas assez bon, j'en veux pas. Et il en fait quoi? Il a quand même essayé de produire du café de spécialité, etc. Donc, je Mm. pense que pour aider un peu la chaîne du début à la fin, on pourrait faire ça. Juste avoir Ouais, deux c'est moulins une super cool différents idée, ouais. et proposer deux cartes un peu des fois. Ouais. Donc voilà. Surtout pour des gens qui ont peut-être l'occasion de faire du commerce direct ou des filières courtes, c'est effectivement de dire, ben, on achète des lots de spécialité et on va vous aider un peu plus, en Mm, fait, en achetant des lots qui ne sont pas de spécialité pour justement amener une nouvelle philosophie. Euh, Après, c'est vrai que, bon, quand on développe son palais et qu'on monte en gamme en termes de compréhension et de goût du café, c'est parfois dur de mm, redescendre. Mais un écho que moi j'ai eu pas mal ici aussi, et peut-être que tu as aussi un chouette avis là-dessus, c'est que moi j'essaie un peu de connecter, tu vois, des gens dans les restaurants, les cafés à des mm. torréfacteurs, parce que je ne torréfie pas. Mais j'ai plusieurs fois eu des échos de gens qui me disaient, ouais, mais le café de spécialité, c'est vraiment un truc de snob. En plus, c'est pas bon. Les gens, ils veulent que de l'acidité en Ouais. espresso, ça passe pas du tout. Et donc, moi, je comprends pas pourquoi je devrais payer autant. Est-ce que tu as des expériences aussi comme ça de gens En fait, c'est des gens qui se sont un peu sentis exclus de baristas, qui pouvaient peut-être parfois être un peu prétentieux sur le fait d'imposer quelque chose plutôt que d'écouter en fait un client. Et du coup, ça crée un peu des zones de tension sur des gens qui veulent plus entendre parler du café de spécialité. Ouais, énormément. Et je pense que, après, je connais les torréfacteurs qui torréfient quand même pour des restaurants, etc. Même moi, j'en ai travaillé avec certains. On faisait un peu tout, mais ouais, j'ai vu des compagnies où ils disaient, specialty, vous êtes trop snob, vous êtes trop guindé, genre, vous prenez, en gros, on se prend pour des semi-dieux. Et c'est vrai que, ouais, on creuse vraiment le fossé. Et il y en a beaucoup qui sont énervés parce qu'ils disent, ton café, je le veux pas, il est acide. Et le barista en Mm. face ou la personne, on va dire le professionnel en face, il dit bah je comprends pas, moi j'adore et tout. Bah oui, mais chacun a des goûts différents, etc. Attends, qu'est-ce qu'il y a surtout que la plupart des Ouais, clients? surtout que les clients ouais, Exactement, n'apprécient pas un peu ouais. l'acidité. Et puis il y a bonne Mais acidité et acidité citrique, genre la limonade, moi j'en veux pas non plus. en espresso ou en filtre? Parce que... Ah, en espresso ça passe pas du tout. J'ai vraiment du mal, je Non, suis ouais, là. je suis d'accord. Ouais. Waouh. Hmm. Mais du coup, est-ce que tu penses que quand on parle de café de spécialité, et c'est vrai qu'on en avait brièvement parlé, mais parce que je suis occupé à développer des formations et je pense que tu es occupé à développer des formations. Ouais, ouais. euh, et c'est vrai que moi, il y a tout un pan de l'hospitalité en fait dont j'ai envie de parler parce que je me demande si aussi une des considérations du café de spécialité, c'est pas aussi justement d'accompagner les baristas dans finalement une forme presque humaine de communication et pas simplement de répéter, copier-coller ce qu'on a compris ou entendu, Hmm. mais vraiment d'accompagner les clients dans l'hospitalité, parce que finalement, avant de boire un café, c'est l'accueil, c'est le On a le discours, c'est la service, compréhension. ouais. Ouais, est-ce que Hmm. ça, c'est quelque chose que toi, tu enseignes déjà ou pas encore, mais que sur lequel tu J'essaie de travailles? l'enseigner à chaque cours. J'essaie Ouais. d'enseigner à chaque cours. En fait, moi, même dans les coffee shops que j'ai travaillé avec plusieurs types de collègues. La plupart étaient sympas, on discutait toujours avec les clients.
J'ai travaillé aussi avec des collègues ou des gens qui étaient vraiment, qui partaient dans l'histoire de la plantation et tout. Et en fait, on voit dans les yeux du client qu'il est genre, oh mon Dieu, j'en ai pour une heure. Oh mon Dieu, j'ai posé la mauvaise question. On le voit dans les yeux qu'on est en train de perdre le client. Et t'es là, mais pourquoi? Le client, il s'en fout. Et généralement, quand tu le vois, tu dis, enfin bref, et tu passes à autre chose. Mais il y en a plein qui s'en rendent pas compte. Et même, il y en a qui, par exemple, qui ouvrent des coffee shops et ils disent, bah, moi, je veux que ça. Et tu leur dis, mais tu peux pas, par exemple, Mm. supprimer le sucre. Je comprends que des fois, il y a des coffee shops qui veulent pas avoir le sucre, mais tu peux pas forcément supprimer ou imposer quelque chose. Ou alors, il Mm. y a, moi, j'ai vu même en tant que cliente, j'étais en Australie, je l'ai vu en Angleterre, j'ai même vu en Europe, enfin en France, etc. On rentre dans des coffee shops, les gens disent à peine bonjour, et du coup, t'es là, waouh! Et Ouais, le l'enfer. barista est déjà L'enfer. très supérieur, et du coup, franchement, on se sent limite gêné. Et moi, à chaque fois que, même quand j'ai formé des baristas, que ce soit en cours ou quand j'étais manager, je leur disais, il faut pas prendre les gens de haut. Il faut leur parler normalement, etc. Et essayer d'être bref sur le café. Il faut essayer en gros de deviner si le client il est prêt à entendre ton histoire ou pas du tout. Et puis il y a des moments aussi dans la journée, par exemple le matin, moi je veux juste un café. Je veux pas l'histoire du café, je m'en fous, je veux mon café, je veux me réveiller. Et du coup, à chaque fois que je forme quelqu'un, j'essaie quand même de leur dire, il faut essayer de comprendre le client, d'essayer de lire un petit peu et de l'approcher. Et comme je leur dis, il faut pas les brusquer. Les gens, ils vont venir au fur et à mesure. Peut-être qu'un jour, au bout d'un an, le latte, il va se transformer en flat white ou en espresso. Et après, peut-être qu'ils vont acheter des équipements pour la maison si c'est de la vente. Mais si Ouais. tu mets en gros une porte et que tu fermes, les gens, ils reviendront pas. Déjà, ils vont partir en Mm. courant. Tu vas perdre un client. Ils vont peut-être te mettre un mauvais avis et ils reviendront pas. Et toi, tu vas perdre des clients et c'est dommage. Il y a des clients, on peut pas les convertir. C'est comme ça, on n'a pas à convertir. Chacun aime ce qu'il veut. C'est pareil en Mm. nourriture, il y a des choses qu'on n'aime pas manger, il y a des vins qu'on n'aime pas boire, etc. Ou des alcools qu'on n'aime pas boire aussi. Donc c'est vraiment un goût personnel et il faut qu'on le comprenne. Et moi je le dis souvent, je dis on est barista, mais en fait on est des serveurs, on est là pour servir les gens, on est là pour nettoyer la table aussi. La table, ça se nettoie. Il y a des baristas, des fois, ils veulent pas sortir de derrière le bar pour aller nettoyer une table. J'en ai Mm. vu, j'en ai travaillé avec certains où ils étaient genre non, genre je suis trop pour ça. Et on est quand même là pour discuter avec les gens, franchement, leur parler. Bon, généralement, ces compagnies, je suis pas restée longtemps. Je suis partie en courant moi-même parce que je sentais pas bien dans la culture. Après, franchement, moi, j'ai eu des collègues adorables. J'ai travaillé avec de très bonnes équipes où on a été en fait, on adorait le contact humain. Et quand on n'avait pas de clients, on était un peu triste aussi. Donc voilà, et Mm. vraiment essayer de ne pas braquer les gens, essayer de comprendre, de lire les clients, interpréter ce qu'ils veulent, est-ce que ça va, etc. Et puis Mais ajuster comment est-ce qu'on parle. Mm. du coup, la question un peu, la fausse question, mais moi, c'est quelque chose que j'explique aux gens quand ils doivent engager, c'est est-ce que tu engagerais une barista ou un barista super expérimenté ou plutôt quelqu'un qui postule avec un grand sourire et zéro expérience? Un débutant passionné, moi j'engage toujours en Ok. priorité. On va dire, ok. En fait, les entretiens, je vais les faire quand même au feeling. Je vais voir si vraiment je vois la personne. On va dire, est-ce que le barista est expérimenté et sympathique, etc. Ou si quelqu'un arrive et dit, moi je suis champion. J'ai eu le cas. Moi j'ai remporté tous les championnats. Je suis champion de je sais pas quoi. Et j'étais là, ok. Bah, je lui dis, mais on va voir comme on va faire un essai. On va voir derrière le bar, surtout le service client. Ça s'est très mal passé. Et j'ai vu des gens qui débutaient. Je savais que, en fait, quand j'embauche quelqu'un, si j'embauche un débutant, je sais que je vais devoir le former, que je vais être patiente. Si Mm. mon équipe ou mon coffee shop me le permet, je vais le faire. Si vraiment j'ai vraiment besoin d'un barista expérimenté, oui, je vais prendre un barista. Mais je vais quand même faire gaffe. En fait, ce que le point crucial, c'est le service client. Je vais Mm. voir l'essai, je vais voir comment est-ce qu'ils interagissent avec les clients. S'ils sont mal polis ou rustres, je vais pas prendre. Et après, franchement, pour moi, un débutant, il a toutes ses chances avec moi. S'il est passionné, qu'il va apprendre, qu'il est souriant, qu'il essaye tout, même s'il n'a pas trop confiance en lui ou en elle, voilà, c'est pas grave. Moi, ça passe Mm. direct. Généralement, je regarde aussi comment est-ce qu'il débarrasse ses tables ou à la plonge. Si l'évier il est organisé, je suis là, ça c'est bon. Parce qu'en fait, ça me montre que, en fait, ils seront pas arrogants par la suite et qu'ils vont apprendre. Ils ont déjà un service Ouais. client. Il y a des gens, en fait, ils ont l'expérience barista, ils ont pas un bon service client et c'est très difficile à leur apprendre le Mm. côté humain. Ils sont Donc, déconnectés. Donc voilà. donc finalement, on peut former au métier de barista, mais on peut pas former quelqu'un à sourire ou à être C'est bon en plus service client. compliqué. Ça Ouais. peut se faire, mais moi, la plupart du temps, j'ai vu que c'était très compliqué d'apprendre aux gens à être sympathiques et souriants.
Donc voilà. Du coup, est-ce que je peux te poser deux questions, mais un peu en mode jeu de rôle? Je suis le client et tu es la Vas-y, barista vas-y. qui m'accueille. Trop Ça fait bien. très longtemps que j'ai pas été barista. Non, mais tu vois, c'est deux questions simples, mais c'est un peu, pour moi, les deux questions mystères. Donc, genre, c'est le matin, il est 9 heures, il y a un peu une file, et puis le premier client arrive et il fait bonjour, j'aimerais un café. Alors là, la première question, j'ai dit oui, est-ce que vous voulez le café noir ou blanc? Avec du lait ou sans lait? Ça, c'est la première Ok. question. Et après, je leur demande après sur place, etc. S'ils me demandent avec du lait, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'attrape les tasses sur la machine et je leur dis après, ça dépend de la quantité de lait que vous voulez, puis la mousse. Mais généralement, je reste en fait sur la quantité de lait. S'ils Ouais, veulent noir, je leur ouais, dis bon, espresso ou peut-être un allongé ou alors un filtre. ouais, Mais généralement, les gens qui veulent juste un café, ils vont pas forcément filtre. Généralement, ils veulent un americano ou un latte. ouais. Mais je pose toujours noir ou blanc, avec ou sans lait. Ça, Et c'est le si, truc piège. ouais, non, non, mais c'est clair, mais c'est vrai que le fait de montrer les contenants quand on parle du Hmm. lait, c'est super efficace plutôt que de dire alors le flat white, c'est une mousse de nanana avec Non, deux ils sont shots perdus. dans un. Et si Mais s'il y en a vraiment un qui dit je veux juste un café, je dis ok, c'est un americano et je vais mettre un peu de lait chaud sur le côté, juste essayer. Et voilà. Généralement, ça marche toujours. L'allonger avec un petit peu de lait sur le côté, ça passe. Et alors, c'est pas la deuxième question, mais si le client dit oui, je voudrais un café noir, mais c'est quoi le filtre? Comment tu abordes ça en termes de service client Euh, en 2 secondes lors d'un rush? alors, le café noir, je vais leur dire, bah, c'est fait avec la machine espresso, donc c'est de l'eau chaude et un espresso, donc c'est peut-être un peu plus concentré, même les saveurs, c'est peut-être un peu plus neutre. Et je vais leur dire, le café filtre, on va prendre 3 à 4 minutes, on va le préparer, on va verser de l'eau, et du coup, au niveau des saveurs, c'est un peu plus complexe et délicat. Et généralement, les Ouais. clients, dès qu'on dit un peu espresso et machine avec l'eau chaude, ils vont voir la différence. Il y en a qui vont dire, ah bah Mm. tiens, je vais tester un filtre aujourd'hui. Mais il y en a, ils vont dire, Ouais. ok, non, 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 je veux juste l'allonger, en fait. Juste un café. Ouais. Ouais, on sent qu'ils sont pas prêts à partir à l'aventure. Mais moi, j'ai déjà eu des clients qui ont dit, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais tenter un café filtre. Je vais regarder comment vous faites, etc. Ça a l'air mystérieux. Ouais, mais souvent, ceux-là, ils sont déjà ouverts Mm. finalement à se remettre un peu, Ouais. pas à se remettre en question, mais à finalement accepter la nouveauté. C'est parfois un peu ça. Mm. Du coup, l'autre question, jeu de rôle. Ah, moi, je crois qu'il y en a déjà deux. Non, 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 l'autre, c'était une autre. Mais donc, j'arrive, je dis oui, bonjour, j'aimerais un café bien fort, là, bien fort. Euh, Chez nous, les gens, des fois, ils arrivent, ils disent, je voudrais un café fort. Et c'est toujours un peu genre, ouais. Généralement, je pense qu'en fait, quand ils me donnent un café fort, je leur demande s'ils veulent un espresso, en fait. ouais, Ou un est-ce qu'ils veulent concentré. juste en dire peut-être, tu sais, un allongé, mais pour eux, c'est genre amer, en fait. Tu vois, le goût du café, peut-être qu'ils veulent. Ouais, ben oui. Donc, généralement, je vérifie, je dis, vous voulez un espresso, genre concentré, une boisson courte, ou peut-être allongé, mais je me doute, en fait, qu'ils veulent le goût du café quand ils disent fort. C'est vraiment le goût du Ouais, café. le goût limite acre et un Hmm. peu brûlé. Donc, Ouais, c'est toujours un peu, c'est ça, en waouh, fait, c'est qu'est-ce ce qu'on qu'ils fait veulent. avec ce client? J'ai j'ai déjà eu des clients quand ils m'ont dit, non, non, fort, moi, en fait, je veux 3 shots. Et du coup, t'es là, waouh, en espresso, il m'a Ah, fait de l'espresso. Je dis, ok, c'est bon, on le fait. Ouais, mais généralement, ils veulent un truc bien fort, un peu cramé, etc. Donc ouais. voilà. L'americano, ça passe. Bon, cool. Merci pour ce jeu de rôle. Euh, alors, je vais en revenir un peu sur les rails des questions un peu plus habituelles. Mhm. Mais j'ai envie de parler un peu des cafés. Justement, tu parlais de cafés 90 plus, donc les 90 plus ou 90 plus. Donc, c'est Mhm. des cafés qui sont quand même exceptionnels et que nous, on voit assez rarement finalement ici en Belgique. Mhm. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as accès souvent? Est-ce que tu as une idée ou un exemple du voyage d'un 90 plus, d'une production jusqu'à la tasse de quelqu'un? C'est quoi le parcours de Moi, ces cafés? Ils sont vendus comment? Par qui achète? Est-ce qu'il y a des profils comme ça? ça, on va dire, alors les 90 plus, déjà depuis que je suis rentrée en Europe, depuis l'Asie, j'en ai plus beaucoup. En Asie, j'en buvais énormément. Avant de Et partir, pourquoi? en Asie, ils achètent énormément du 90 plus. Ok, Corée du Sud, Japon, ils adorent ça. Ouais, donc Hong Kong, j'en ai consommé pas mal. Quand j'étais en Asie aussi, ouais, je veux dire à Taïwan aussi, j'en ai bu pas mal. En Australie aussi, j'en ai bu pas mal avec Proud Mary. Ils ont des fois des lots spéciales. En Europe, je sais pas, je les vois pas ou ils me passent un peu sous le nez. hmm, Après, le chemin, pas forcément. Bah, il y en a beaucoup qui font, comment dire, auction, là, les enchères. Et ouais, après, bah, ça passe généralement par, bah, par exemple, Panama. Il y a
on va dire, des importateurs spécialisés là-dedans. Après, les torréfactions, je pense qu'ils passent par leur importateur de verre ou peut-être qu'il y a du direct aussi, un peu de tout. Voilà. Mm. Après, j'en connais pas un lot particulier où je connais parfaitement le chemin. Et est-ce que tu dirais que dans le café, quand on parle de grands crus, c'est plutôt des 90 plus ou les cafés de spécialité en général, ou est-ce qu'un café de commodité pourrait être un grand cru d'une manière ou d'une autre? Alors, Parce que c'est des appellations qu'on voit un peu dans le marketing sans trop savoir toujours hum, ce que ça veut je l'ai dire ou vu, qui. je l'ai vu en France la première fois que je suis rentrée en France. Je rentrais d'Angleterre, je crois. Du coup, je suis assez quoi, une grande réserve, un grand cru. Je savais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ce coffee shop, c'était pas forcément un 90 plus, c'est genre 89, quelque chose un peu plus exceptionnel. Je pense que ça dépend vraiment. Dans le marketing, je l'ai vu dans le commercial quand ils disent des grands crus, mais en gros, c'est juste pour vendre. Starbucks, etc. Je sais que Starbucks l'utilise. C'est pour vendre et c'est juste pour dire, genre, mon café il est un petit peu plus sublime que ma gamme basique. Donc Ok, c'est pour, ouais. Et après, en France, par rapport au niveau francophone, je pense qu'il y en a qui font référence à du 90 plus, il y en a qui font référence à quelque chose qui se rapproche au 90 plus. Voilà, après, mm. comme mon niveau de français est pas top, je suis pas 100% sûre. D'ailleurs, généralement, je demande, je dis, mais tu veux dire quoi en fait par grand cul? Tu peux, par grand cru, tu peux m'expliquer? Et ouais, donc voilà. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus ici, même en supermarché ou dans Marketing, des ouais. torréfactions un peu plus anciennes. Et c'est vrai que moi, l'idée, c'est pas de bitcher là-dessus, mais je me demande toujours, tiens, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on va dire, ah, là, on va mettre l'appellation Grand Cru. Et j'imagine Moi, que, je voilà, pense pour le commercial, c'est qu'ils essayent de vendre quelque chose un peu plus cher. Pour le café Mm, commercial, ça veut pas forcément dire que c'est un café exceptionnel, mais ils essayent en gros de vendre leur café, genre, attention, il faut pas leur mettre le prix, tu vois. Genre, c'est le haut de gamme, mm, en fait. Et je pense qu'ils essayent peut-être de s'adresser à des clients qui ont peut-être plus de moyens financiers, etc. Des clients un peu plus haut de gamme. On l'a vu, on va dire, avec les capsules Nespresso, Nescafé, etc. Les gens commencent à avoir leur petite machine, les dosettes. C'était un peu, à la sortie, en fait, de la machine, c'est un truc premium. Quand on voyait Georges Clooney et tout, on disait, waouh, c'est les gens qui ont des sous, ils en ont, enfin, ils ont une belle cuisine, etc. Et après, on s'est rendu compte que, bah, mais oui, c'est vrai, tu sais, c'est la pub avec la cuisine blanche. Euh, Et après, je veux dire, maintenant, Moi tout le monde aussi, j'ai envie a, d'avoir une belle c'est ça, cuisine. mais c'est ça, ouais, j'ai eu la vision là. Ils ont tous la petite capsule et je pense que maintenant, beaucoup de gens ont des capsules. Ouais, On peut acheter des capsules de tout et du coup, maintenant, on essaie de créer peut-être une nouvelle gamme, dire, ça, c'est un grand cru. Encore, tu vois, une gamme ouais. au-dessus. Je pense que c'est un truc juste un marketing vente. Mm. Euh, Encore une autre question, mais Hmm. je sais que par rapport au Burundi, j'ai pas eu de réponse, mais toi, quel est un peu ton avis plutôt perso, on va dire, sur la question des labels en général, parce que finalement, on entend très peu parler des labels dans le café de spécialité, même si le bio commence un peu à comme à mettre Ouais. là dans le café de spécialité, mais quel est ton avis peut-être là-dessus en général? Moi, ce que je sais des labels que j'ai vus dans le commercial, c'est genre Rainforest et tout ça. Moi, j'ai entendu des très mauvais échos de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient payé le label, que soi-disant ça donnait l'accès, je sais pas, aux producteurs à prendre, à aller à l'hôpital, etc. Mais au final, les producteurs ou je sais pas les gens qui récoltaient, en gros, ils étaient plutôt forcés aussi à prendre une assurance. J'ai vu ça dans le thé en fait, que je me suis rendu compte que c'était pas forcément bénéfique pour les producteurs et qu'il y avait un peu un Mm, scam derrière la balle. Donc les gens payaient et en fait ça leur coûtait plus cher. Et après bon bah les consommateurs ils vont dire oh là là le label bio, mais au final je trouvais, enfin ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, c'est pas forcément avantageux pour les producteurs. mm, Après je sais pas, je vois que dans le café spécialité il y a des choses, enfin il y a des cafés bio, biodynamiques et tout, genre c'est plutôt, j'en ai vu quelques-uns passer, enfin des cafés éthiopiens où c'était un peu plus genre oui, on fait pas de produits chimiques, etc. J'avais pas trop l'impression que c'était du marketing, mais tout ce qui est dans le café commercial, tous ces labels, je trouve qu'ils sont utilisés pour le marketing. Et que je pense mm, que si on creuse un peu plus à la source, ou même dans le thé, les producteurs, c'est pas avantageux du tout pour eux. Ça leur coûte plus cher. mm. Je sais plus, je sais pas si dans le thé, j'ai entendu l'histoire d'un producteur qui disait ah bah, on a l'accès à l'école et tout, mais en fait il faut qu'on paye quelque chose, etc. Avant moi j'avais accès à un truc gratuit et du coup t'es là oh, ok. Donc, je sais pas, Ah pour ouais, moi, ouais. c'est un peu obscur et sombre, donc je me méfie un peu de ces labels, etc. Que ce soit pas un coup de pub marketing, pas je sais qu'en bout de chaîne, les gens achètent parce qu'ils disent, ah, c'est bio, etc.
Mais en tant que consommateur, tu vois, parce que j'imagine que tu dois avoir le même genre d'écho, mais quand, je sais pas, quand moi je donne des cours d'introduction au café ou que je fais des coffee tours en fait à Bruxelles où on parle de plein de sujets, et puis j'ai souvent des gens après qui me renvoient des messages avec des paquets de café de supermarché ou pas, qui sont très bien marketés, il y a plein d'informations, et puis ils me Mm. disent, mais est-ce que c'est du café de spécialité ou pas? Parce que je suis complètement paumé. Et c'est vrai qu'on voit un Ouais, pays d'origine, maintenant on commence à voir le degré d'acidité, de rondeur sur des paquets. ouais. Et puis bon, on voit le prix, on se dit, évidemment, le prix, il est quand même un petit peu bizarre pour autant d'informations, mais ça fonctionne vachement bien. Mais quels seraient, toi, un peu les éléments ultimes avec des éléments de communication, on va dire, les moins specialty, mais qui pourraient te mettre la puce à l'oreille ou t'orienter dans un choix de café? Tu comprends? Parce que si tu me dis oui, il faut le nom du producteur, oui, mais ça, on l'a jamais. Mm. Mais plutôt Ouais. les paquets qui se marketent un peu avec des tasting notes, un pays d'origine, limite le nom d'une coopérative. Mais quels seraient, toi, les éléments où tu te dirais, bon, il faut que j'aille chercher un peu plus loin et est-ce qu'il y en a qui sont disponibles, en fait? Moi, en fait, ce que j'aimerais voir, enfin, parce que je sais un peu l'envers de la chaîne, quand je vois que les gens achètent, ils disent, ouais, c'est un label bio, parce qu'en gros, ils ont l'impression de faire une bonne action. Ils pensent que le producteur est payé forcément plus cher. Moi, ce que je veux voir, en fait, je veux voir la preuve que le producteur est payé plus cher. C'est le truc Hmm. qui me pousserait C'est peut-être à acheter le compliqué. label. Ouais, et le problème, c'est qu'on se rend compte que bah, les rapports, enfin les trucs financiers, ça s'obscure, ils te le montrent jamais en fait. Hmm. Par contre, le consommateur, lui, est persuadé que quelque chose va revenir en plus au producteur. Et moi, j'ai entendu des échos de mauvaises histoires. Donc je me dis, bah si tu me prouves que vraiment le producteur, c'est plus bénéfique pour lui, d'accord. Mais ça, je pense qu'ils ne le montreront jamais, même sur le paquet. Non. Oui, ou c'est parfois compliqué, quoi. On a des histoires de coopératives, on ne sait jamais ce que le producteur touche. Mais même dans le specialty, Exactement. hein, Ouais, parfois, ouais, c'est pas ouais, toujours ouais, évident, ouais. d'après Ouais. ce que je comprends, c'est un peu Des années compliqué. plus tard, on est là, oh, tu payais pas les producteurs. Ok. C'est pas ce C'est que tu l'enfer. disais. C'est la réalité, Euh, malheureusement. ouais. Mm. Écoute, on arrive déjà à 1 heure de direct, donc Parfait. plus ou moins vers la fin. Mais j'ai une dernière question à te poser. Quel est pour toi le meilleur café au monde? Ah, c'est dur ça. Lire Café Monde, je sais pas. Euh, je dirais là la première thèse que j'ai eue, mais franchement, je pense que le café qui est, alors je sais pas si c'est particulier, je pense que le café qui m'a le plus marqué en dehors, on va dire des 90 plus, ça a été le café de Calico, de la station Mourago l'année dernière à Table de Coping. C'était Ouais, vraiment un goût de pêche, etc. Et c'était pas un 90 plus, mais vraiment il y avait des goûts de fruits uniques. Donc moi, ce serait plutôt le goût de fruits uniques. Et ensuite, on va dire mon deuxième café préféré, donc Mourago, j'avais un gros coup de cœur pour celle-là. C'était Bali, un café de Bali, le plateau Kintamani. D'ailleurs, quand je l'ai expliqué à des amis que j'avais goûté un café indonésien, ils m'ont dit, ah, très bonne blague. C'était pas encore, on va dire, arrivé en Europe, c'est les cafés asiatiques. c'est Et pas je me encore rappelle, trending. Ouais. et c'est ça, bonjour. J'aime bien ce que Euh, c'est OK Coffee. Bonjour OK Ouais. Coffee. Et du coup, je me rappelle très bien, c'était pour Hong Kong, en fait. On avait un coffee shop, c'était avec un restaurant indonésien, on travaillait, et on avait un café qui venait du Canada. Et le coffee shop était japonais. Le nom était japonais. Donc, du coup, les clients étaient carrément perdus dans l'histoire de marketing. Et j'avais dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas des cafés d'Indonésie, vu que vous avez l'hôtel et le restaurant à Bali, etc. Vous avez aussi un torréfacteur local, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas par ce torréfacteur? Ça collera un peu plus à l'image, en fait, au reste du restaurant indonésien. Et je me Ouais, rappelle quand, du coup, c'était des managers des bars qui venaient, en fait, qui faisaient la liaison entre Bali et Hong Kong. Du coup, ils avaient chargé les valises de paquets de café du torréfacteur qu'ils avaient dans leur coffee shop là-bas. Et je me rappelle quand en fait, c'était le soir, je m'étais dit, oh, ça va faire mal. Je m'étais dit ça, en fait. Je m'étais dit, oh, ça va un peu faire mal. Je vais quand même faire des shots et tout. Et j'ai goûté ce café de Bali de Kintamani. Lui, il était vraiment, c'est genre les fruits tropicaux, la mangue, l'ananas, mais vraiment propre. Hein. Le procédé, enfin, la méthode de waouh. traitement, j'avais jamais goûté quelque chose comme ça. C'était un naturel. Je sentais pas de goût de fermentation et c'était vraiment, j'ai l'impression de manger une mangue et des fruits tropicaux. Celui-là, il m'a marqué. Pour moi, c'était pas un 90 plus, mais il était juste très bon. En fait, le café était unique avec son caractère et c'est ça que j'aime bien. Et c'est ça que j'ai aimé avec Calico pour la station Mourago. Le café était vraiment unique. J'ai l'impression que je l'avais jamais goûté en fait ailleurs. Il a vraiment sa propre Ouais, carte d'identité. Mm. ah, c'est cool. Euh,
Ok, bah écoute, merci pour cette réponse. Peut-être avant qu'on termine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou quelle est ton actualité? Qu'est-ce qui se passe pour l'instant pour toi? Est-ce que tu Bah as là, je envie de suis me en partager un peu vacances. ça? Je prends des vacances. Bah, en fait, l'année prochaine, je vais faire quelques petits changements pour Quality Cup en début d'année, en espérant que j'arrive à travailler assez vite. Je vais me concentrer un peu plus sur le consulting si le Covid se calme un petit peu. Je vais faire, en fait, je vais créer plutôt des formations qui me ressemblent. Et ce que j'ai envie de partager, et ce que je pense qui manque dans l'industrie, qui sera en fait bénéfique pour d'autres, que ce soit pour d'autres business ou des professionnels. Donc voilà, je vais quitter l'ASCA au mois de mars, début mars. Et j'essaie en fait de travailler sur ces programmes. Ça fait un an presque que j'en parle et j'ai jamais eu le temps de me poser. Donc là, pendant, on va dire, les vacances de Noël, je vais refaire j'essaie de finir de refaire mon site internet et me lancer dans ces programmes, vraiment écrire et puis enregistrer. Voilà. Ah, trop bien. Mais écoute, je regarderai tout ça attentivement sur ton profil et je pense qu'on J'ai la sera un peu dans pression. des expériences. Ouais. Similaire, ouais. On sera dans une situation similaire puisque ma licence s'arrête en Mm, avril à la STA et je suis aussi occupé à créer des formations un peu plus sur ouais, mesure pour le marché local, on va dire, exactement, ouais. qui sont complémentaires finalement à ce qu'on peut recevoir de la STA. Mais donc c'est chouette parce que Exactement. Mm. voilà, je compatis à fond et je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour l'année prochaine. Toi aussi. Euh, et euh, merci en tout cas d'avoir rejoint ce show bouillant, c'était super. Mm. Et C'était chaud bouillant. c'était chaud bouillant Avec et ta guerre